Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du podcast de Cryptost consacré à l'histoire du Bitcoin. Dans le dernier podcast, nous avons abordé l'histoire des monnaies à travers les siècles avec un focus tout particulier sur les antécédents du Bitcoin, ces créations qui ont permis à Satoshi Nakamoto de mettre en place son invention. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se cache dans le protocole Bitcoin. Comment fonctionne-t-il et pourquoi est-il si révolutionnaire ? Il y a quelques jours sur Twitter, la communauté crypto s'est amusée à répondre à un tweet que peu de personnes attendaient. L'une des romancières les plus connues de la planète s'interrogeait publiquement sur le fonctionnement du Bitcoin. Vous avez tous probablement déjà lu un de ses romans ou vu une de ses adaptations au cinéma, puisqu'il s'agit de J.K. Rowling, l'écrivaine de la saga Harry Potter. Parmi les personnalités qui ont tenté de lui répondre, Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, ou encore Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum. Ce dernier a répondu à la romancière avec une série de 3 tweets qui résument l'idée du Bitcoin. C'est une monnaie numérique. Il y a environ 18 millions d'unités. Il n'est adossé par rien, il est juste précieux car il l'est, comme les objets collectionnables. Il existe un réseau d'ordinateurs que tout le monde peut rejoindre qui maintient une feuille de calcul Excel mondiale décentralisée du nombre de pièces de chaque personne. Les gens le trouvent intéressant car il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle le réseau. Il n'y a donc pas un seul groupe de personnes qui puisse simplement envoyer plus d'unités à ses amis ou manipuler ses règles pour des raisons politiques. Mais comment ça fonctionne vraiment, le Bitcoin ? La monnaie numérique Bitcoin, qui pour rappel existe depuis 2008, se base sur la technologie blockchain. La blockchain se traduit littéralement en français par chaîne de blocs. Souvent qualifiée de technologie révolutionnaire, la blockchain de Bitcoin se caractérise surtout comme un registre comptable horodaté de toutes les transactions ayant été effectuées sur le réseau depuis sa création. L'intérêt étant de maintenir la comptabilité des transactions effectuées sur le réseau, tout en étant impossible à falsifier et en empêchant les doubles dépenses. Jusqu'ici, les moyens de paiement étant centralisés, il revenait aux banques de se prémunir de ce problème de double dépense et de falsification. Mais l'objectif de Bitcoin étant justement de se détacher des tiers de confiance, il était impossible de passer par un serveur centralisé. Alors, que fait la blockchain ? L'idée, c'est de rassembler sur un livre géant de plusieurs dizaines de gigas dans le cas du Bitcoin, les transactions effectuées sur le réseau et les dupliquer sur tous les appareils qui contribuent à la sécurité de celui-ci. La blockchain permet donc de stocker et de transmettre des informations de façon transparente, sécurisée et sans avoir recours à un tiers de confiance. Mais comment échanger de la valeur à travers la blockchain ? Pour mettre en perspective mes propos, imaginons une île sur laquelle 5 personnes se rassemblent et souhaitent échanger entre eux. Imaginons que 2 de ses habitants échangent de la valeur. Dans l'exemple, Alice souhaite donner 5 € à Bob. Dans ce cas, si la blockchain régit les échanges de l'île, toutes les personnes présentes sur cette île notent dans un carnet « Alice donne 5 € à Bob ». Ainsi, le transfert de valeur a eu lieu et tout le monde est d'accord sur le principe que Alice a 5 € de moins que son solde précédent et que Bob, lui, 5 € de plus. Si chaque transaction prend la taille d'une feuille complète du carnet, on peut dire qu'un bloc est utilisé à chaque transaction. Après chaque transaction, les 5 habitants de l'île signent la page et elle est donc validée, personne ne peut la modifier sans que la majorité ne soit d'accord. On tourne alors la page du carnet et on ajoute une nouvelle feuille pour continuer d'échanger sur celui-ci. C'est vulgairement comme cela que fonctionne le Bitcoin. Sauf que dans le cas du Bitcoin, ce ne sont pas des feuilles, mais des blocs. C'est ainsi qu'on peut retracer toute transaction du Bitcoin, depuis la toute première jusqu'à aujourd'hui. La blockchain peut être comparée à un grand livre numérique entretenu par un réseau d'ordinateurs. Des données y sont ajoutées en temps réel et sont visibles par tous les participants. Mais la blockchain n'est pas la seule technologie qui régit Bitcoin. Pour la sécuriser et empêcher notamment la double dépense, d'autres concepts mathématiques et cryptographiques rentrent en jeu. Parmi eux, la preuve de travail, la fameuse Proof of Work. Cet algorithme permet de faire face au problème dit des généraux byzantins. Ce nom barbare fait simplement référence à l'idée qu'une partie du réseau veuille le détourner à son avantage pour se créditer illégitimement des bitcoins au nez et à la barbe des utilisateurs bienveillants. Le principe du Proof of Work permet de s'assurer que le réseau Bitcoin maintient un consensus autour de sa comptabilité de référence, même en présence de 50% d'acteurs malicieux. Cet algorithme implique l'intervention des mineurs, ces particuliers ou professionnels qui mettent à disposition leurs machines pour sécuriser le réseau en échange de quelques bitcoins. Mais alors, comment ça fonctionne, le minage ? Il faut voir le minage à la fois comme un processus de création monétaire sur le réseau Bitcoin, mais également comme le mécanisme qui sécurise le réseau. Attaquer le réseau devient si coûteux qu'il est plus rentable de le sécuriser. Un mineur est un individu qui vérifie les transactions effectuées sur le réseau Bitcoin et qui certifie qu'elles sont conformes. Ces transactions sont ensuite ajoutées à la blockchain et disponibles publiquement en ligne. Pour vérifier les transactions,
Le mineur doit mettre la puissance de sa machine à disposition du réseau. Tout le monde peut devenir mineur. Il suffit pour cela de télécharger la blockchain Bitcoin, d'installer un logiciel sur sa machine et de mettre à disposition du réseau la puissance de cette dernière. Les mineurs sont récompensés pour leur travail, pour le temps et la puissance de calcul qu'ils ont dépensé. Ils reçoivent en récompense les frais de transaction payés par les utilisateurs du réseau et un mineur est également sélectionné toutes les 10 minutes, à chaque création de bloc, pour recevoir la récompense de minage. Aujourd'hui, cette récompense est d'environ 6 bitcoins délivrés toutes les 10 minutes. C'est de la création monétaire. Cette récompense vient d'ailleurs de passer de 12,5 à 6,25 bitcoins le 11 mai dernier et sera de nouveau divisée par 2 dans 4 ans. C'est le fameux halving. Pour rappel, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Une fois que tous les mineurs ont vérifié chacun de leur côté les transactions du bloc en cours, il faut choisir le bloc de quel mineur sera ajouté à l'unique blockchain. C'est à ce moment précis qu'intervient le système de preuve de travail qui permet entre autres de faire face au problème des généraux byzantins. L'objectif est donc de sécuriser le réseau en dissuadant les mineurs de falsifier leurs blocs. Pour cela, les mineurs vont devoir trouver la solution d'un problème mathématique complexe nécessitant beaucoup de ressources informatiques. Il s'agit d'une étape consommatrice d'énergie et de temps qui permet à un seul mineur de remporter les 6,25 bitcoins et de commencer le bloc suivant. Et c'est justement cette étape que l'on appelle la preuve de travail. La difficulté de minage est ajustée toutes les 2 semaines et s'adapte au nombre de mineurs sur le réseau. L'objectif étant de garantir qu'un bloc soit miné toutes les 10 minutes, ni plus, ni moins. Un des autres principes qui régit la blockchain Bitcoin est le principe de hachage. La fonction de hachage consiste à rassembler un très grand nombre de données en une seule ligne de caractères. Si vous passez un livre de 1000 pages dans une fonction de hachage, vous obtiendrez une valeur de 64 caractères. Si un ami fait la même chose de son côté avec le même livre, il obtiendra le même résultat. Et vous pourrez donc vous rendre compte que le livre a été falsifié. À partir du hash, vous ne pouvez pas récupérer le livre entier, mais d'un coup d'œil, vous pourrez savoir si quelque chose a bougé en seulement 64 caractères. Pour le Bitcoin, chaque bloc contient un résumé du bloc précédent. Ce résumé correspond au code unique de la fonction de hachage. Ainsi, si nous venons de terminer le bloc 570, nous allons le prendre et le passer dans la moulinette de hachage. Nous allons alors obtenir un code unique et l'inscrire à la fin de notre dernier bloc. Mais également inscrire ce code unique en haut du bloc suivant, ici, le bloc 571. C'est ce résumé, ce code unique, qui va permettre de relier les 2 blocs entre eux et s'assurer qu'aucune donnée ne soit modifiée une fois celui-ci scellé. Après tout ça, voyons un peu comment fonctionne l'envoi de fonds. Dernier gros concept utilisé par la blockchain, la cryptographie asymétrique. Pour recevoir vos bitcoins, vous possédez une adresse publique qui permet de recevoir les bitcoins. Celle-ci doit être partagée pour que les fonds soient envoyés sur votre compte. Vulgairement, c'est un peu votre RIB. Mais il existe aussi une seconde clé, souvent moins connue des utilisateurs. Cette seconde clé, privée, elle, permet de signer vos transactions et ainsi d'envoyer vos fonds. La cryptographie asymétrique fonctionne donc grâce à 2 clés. Une clé publique et une clé privée. Dans le cas du Bitcoin, l'émetteur d'une transaction signe cette dernière grâce à sa clé privée et une fois diffusée sur le réseau, n'importe qui peut vérifier que la signature est valide grâce à la clé publique de l'émetteur. Cette clé privée permet d'être sûr que vous êtes bien l'auteur d'une transaction. De fait, une fois signée, puisque vous êtes théoriquement le seul à connaître votre clé privée, vous ne pouvez pas nier avoir fait la transaction en question. C'est en ça que le Bitcoin est pseudonyme et non pas anonyme. Votre clé publique est votre pseudo. On peut voir combien de Bitcoin renferme cette adresse, car le registre est public. Mais on ne sait pas directement à qui elle appartient, et on ne peut pas bouger les fonds visibles dessus sans la clé privée. Cela étant, la police pourrait connaître l'identité du propriétaire du portefeuille Bitcoin grâce notamment au KYC, cette pratique qui consiste à donner votre identité à la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui vous délivre ensuite votre première adresse Bitcoin. Combien de personnes ont aujourd'hui adopté le Bitcoin ? Il est difficile d'estimer le nombre d'utilisateurs de Bitcoin. Ce que l'on sait, c'est que fin 2019, d'après Coinmetrics, 30 millions d'adresses possédaient des bitcoins. Et 800 000 d'entre elles en détenaient au moins un entier. Cela ne veut pas dire que 30 millions d'utilisateurs utilisent Bitcoin, car plusieurs adresses peuvent être créées par un seul et même utilisateur. Sur Internet, avant Bitcoin, il était impossible d'envoyer de la valeur de façon fiable sans passer par un service centralisé. À l'époque d'un envoi par la poste d'une lettre ou d'un bien, celui-ci quittait vos mains pour aller physiquement dans les mains d'une autre personne. Avec Internet, on n'envoie pas vraiment un mail, on le copie et on le colle. Le mail est toujours disponible dans votre boîte d'envoi, mais également dans la boîte de réception de votre destinataire. Bitcoin permet justement de créer de la rareté numérique qui n'existait donc pas avant. On passe du copier-coller au couper-coller,
qui ouvre les prémices d'un Internet de la valeur. Vous voilà maintenant briefé sur les grandes technologies qu'utilise le Bitcoin. Et voilà donc pourquoi certains le qualifient de révolutionnaire. Mais malgré sa position de roi, il n'est pas le seul dans l'univers des crypto-monnaies. D'autres cryptos permettent notamment d'ajouter des conditions, des sortes de clauses qui ne distribuent les fonds que si certaines tâches sont exécutées en amont. Comme des contrats, mais là aussi, sans aucun tiers de confiance. C'est notamment le cas de la blockchain Ethereum. D'autres encore permettent même de tokeniser des biens et des immeubles, poussant d'un cran les innombrables possibilités d'utilisation. Et c'est justement ce que nous verrons dans le dernier épisode de cette série, consacré à l'histoire du Bitcoin.